Il y a un jeu auquel je joue beaucoup depuis quelques années. Un jeu que j'avais cherché il y a longtemps sans jamais trouver, et sur lequel j'étais tombé au coin d'une vidéo de Danfield, pour ceux qui connaissent. Ce jeu, c'est Mountain Blade de Bannerlord. Alors oui, je sais, c'est pas le plus connu. C'est pas le plus beau non plus, même si franchement, personnellement, il me suffit amplement. Il y a quand même des moments qui sont sacrément cinématiques. Mais surtout, c'est pas le plus accessible. Il faut bien comprendre que Bannerlord, il fait partie de ces jeux qui te mettent des claques, qui s'amusent avec toi. Ce jeu, il te ramène sur Terre à chaque fois que tu penses être devenu meilleur. Et il le fait même à 2 reprises. L'expérience typique d'un joueur de Bannerlord, c'est un peu celle-là. Insouciant, tu lances ta première game en solo. Tu fais ton personnage, tu décides de son physique, de son nom, de son background. Tu fais ta bannière, tu commences à découvrir le jeu, tu commences à avoir une petite armée, à gérer les stocks de nourriture. Tu commences à être fier. Ouais, t'es fier de ce que tu fais. Tu détruis plusieurs groupes de bandits. Et tu commences, peut-être malheureusement, à prendre la confiance. Et là, patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne le sais pas. Mais tous tes hommes sont morts, et toi tu tombes de cheval. Et là, c'est la fin. Il va falloir te relever, et maintenant ça fait bien une centaine d'heures que tu es dans le solo. Tu as ton royaume, tu sais effectuer quelques parades, tu arrives à gagner des tournois, tu gagnes des batailles, tu gères ton armée de façon beaucoup plus minutieuse. Mais malheureusement, tu commences à te lasser, et tu avais remarqué quand tu lançais le jeu quelque chose peut-être que tu n'aurais jamais pensé lancer. Tu effectues l'action interdite, celle qui te fait vendre ton âme à Lucifer. Tu lances le multi de Bannerlord. Bon, déjà le multi est tellement mal fait que tu dois trouver où sont les serveurs. Et une fois que c'est fait, bienvenue parmi nous, bienvenue sur le zoo que tu n'as pas envie de rejoindre quand t'es nouveau. C'est bien pour cette raison que je vais faire cette vidéo. Je connais à peu près chaque détail du jeu, chaque subtilité. Chacun de ces tips, je vais m'efforcer de vous les donner le plus efficacement et le plus clairement possible. D'ailleurs, même pour les plus vétérans qui regarderaient cette vidéo et qui se diraient « Mais what the fuck, je connais déjà tout, à quoi ça sert de regarder ?» Je vais faire un chapitrage assez précis, donc il faudra que vous alliez dans la description pour trouver ça, où je vais mettre parfois carrément des noms de feintes, des concepts bien précis pour que vous alliez directement à la partie qui vous intéresse. Juste avant, petit disclaimer, je ne suis pas le meilleur joueur de Bannerlord, loin de là. J'ai juste une expérience sur le multi qui, je pense, peut aider certains débutants à y rester. Parce que généralement, quand un débutant, un nouveau, il débarque sur le multi, sa réaction c'est la suivante. Bon, déjà, on va commencer par la base. Le multi de Bannerlord, c'est quoi? Alors, il est à la fois assez compliqué et à la fois très simple. Il y a des serveurs officiels, des serveurs personnalisés. Il y a 2 modes principaux en dehors de ces serveurs, qui sont le Captain Mode, où vous contrôlez une petite unité parmi d'autres joueurs dans une armée. Ensemble, vous formez l'armée et chacun contrôle sur sa petite troupe. Le mode est assez pas mal, mais il est pas assez développé, donc personne n'y joue. Vous allez juste abandonner, ça sert à rien d'y aller. Et l'autre mode, c'est le skirmish, ou les scarmouches. Et c'est le mode, on va dire, un peu plus compétitif, c'est du 6v6. Personnellement, je n'aime pas du tout, donc j'en parlerai pas vraiment dans cette vidéo. Mais le multi, c'est bien plus que des serveurs, c'est aussi des joueurs, bien sûr. Les joueurs, ils s'organisent de 2 manières, en clan ou individuellement. Donc les joueurs individuels, c'est des joueurs casus, ou alors des joueurs expérimentés qui veulent juste pas s'impliquer dans les clans et tous les dramas que ça peut impliquer. Sinon, bah c'est un système de clans comme à peu près beaucoup trop de jeux vidéo, où il y a des clans énormes. Le plus gros clan de Bannerlord, il regroupe, je crois, à peu près 3000 joueurs. Il n'y a bien sûr pas 3000 actifs. Et les plus gros clans organisent presque tous les soirs de la semaine des événements massifs où 500 joueurs viennent se battre dans des batailles rangées. Et chaque soldat que vous voyez là à l'écran, c'est un joueur qui se coordonne, qui joue avec ses alliés et qui est là pour chercher la victoire. J'ai conscience que la tâche a l'air ardue, mais restez avec moi, je vous assure qu'il y a plein de belles choses à aller chercher dans ce multijoueur. C'est pas la sympathie de la communauté. Bien, si vous êtes là, c'est que je suppose que vous êtes prêts à suivre les conseils que je peux vous donner. Il va y en avoir 3 principaux, 3 axes qu'il va falloir impérativement maîtriser si vous voulez pouvoir performer et être bon dans le multijoueur de Bannerlord. Ces 3 points sont les suivants. Avoir une bonne vision de jeu, maîtriser ses déplacements et maîtriser les parades. C'est à mes yeux les bases qu'il faut pour pouvoir maîtriser et au moins de commencer à devenir bon sur le multijoueur. Premièrement, la vision. Mais pourquoi, Kezako? Qu'est-ce qui te prend, Flamma? Pourquoi la vision en premier? Pourquoi pas les feintes? Pourquoi pas machin? Non, parce que la vision, ça permet d'éviter ça. Oui, ça fait chier, on est d'accord, mais c'est le jeu. Parce que si j'avais fait ça,
Et bah je l'aurais vu arriver. Et oui. Donc, il va falloir que ça devienne un réflexe. Utilisez la touche au carré, c'est le petit 2 au-dessus de tab en haut à gauche de votre clavier. Et à chaque fois que vous spawnez, maintenez, enfoncez ce petit 2, vous regardez au moins autour de vous pour prendre l'information. Quand vous finissez un combat, un petit coup de haut carré, vous regardez autour de vous, tout le temps. Et il faut que ça devienne un réflexe, limite quand vous marchez, de regarder autour de vous. Il faut que vous ayez l'information pour éviter les cavaliers, pour savoir quel combat faut prendre, quel combat il faut éviter. Et aussi parfois les archers qui se planquent dans des endroits que vous ne soupçonnez même pas. Ensuite, nous avons les déplacements. Alors ça va être le point le plus compliqué à expliquer et le plus personnel. Il va déjà falloir prendre conscience de quelque chose dans Bannerlord, c'est que le poids a un impact sur votre vitesse de déplacement. Si vous êtes full équipé avec votre lance, votre épée, votre bouclier, vous vous déplacerez moins vite que quelqu'un qui a juste une épée. Donc, assurez-vous de n'avoir sur vous que l'équipement qui vous est nécessaire. Par exemple, avoir 2 boucliers, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc les tortues, vous lâchez ça. Ça vous donne peut-être un sentiment de sécurité, mais non, en fait, puis pour nous, les bons joueurs, on sait très bien que ça veut dire que vous êtes un biscuit, quoi. Des trucs à manger, là. Non. Donc essayez de maximiser votre vitesse de déplacement en n'ayant sur vous que le nécessaire au combat. Deuxièmement, quand vous donnez un coup de taille à droite, vous vous déplacez sur votre gauche. Quand vous donnez un coup de taille à gauche, vous vous déplacez sur votre droite. Pourquoi ça? Eh bien, je vous l'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est super important. Ça va être la base de votre footwork. Il va falloir, pour maîtriser les déplacements, que vous ressentiez un peu plus que simplement visuellement la longueur de vos armes. Donc il va falloir que vous vous entraîniez, que vous les testiez à peu près toutes, que vous en trouviez une avec laquelle vous vous sentez bon. Personnellement, c'est l'épée longue vlandienne, l'épée longue des sergents de base dans le jeu. Et en fait, je vais pas vous mentir, c'est la meilleure arme du jeu, sans aucun débat. C'est la meilleure arme du jeu. Et donc du coup, il va falloir que vous commenciez à maîtriser la distance, que vous ne colliez pas nécessairement votre adversaire, au moins au début quand vous êtes en train d'apprendre à jouer. Il va falloir que vous appreniez à juste pouvoir fracasser votre adversaire quand il rentre dans une zone rouge autour de vous. Il faut que vous puissiez le taper dès qu'il rentre dans votre range et pas que vous le colliez. Vous commenciez à apprendre ça. Et la vitesse de vos coups, à quelle vitesse, lesquels sont plus rapides. Enfin, il va falloir faire, je sais, quelque chose qui est abominable, rien qu'à le dire pour vous, je suis vraiment navré, parce que je sais que vous y teniez beaucoup, telle la tortue que vous êtes, accrochée à sa carapace, il va falloir accepter de lâcher son bouclier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous entraîniez vos parades, parce que si vous n'avez pas de bonnes parades, vous ne serez jamais un très bon joueur, parce que du moment où votre bouclier va casser, ce qui peut arriver très vite face à quelqu'un qui a une hache, par exemple, qui va vous fracasser votre bouclier très vite, eh bien vous allez vous retrouver démuni et totalement incapable de résister quelques secondes après. Donc vous lâchez ce bouclier, vous prenez votre arme et vous allez vous focus sur les parades. Vous devez parer les coups que font vos adversaires et vous devez répliquer. Un conseil personnel. Vous le prenez ou vous le prenez pas, c'est vous qui voyez. Pour apprendre les parades, j'ai joué personnellement avec l'épée à 2 mains parce que du coup ça me forçait à jouer sans bouclier parce que mes 2 mains étaient prises par l'arme. Et en plus je trouvais ça assez stylé, parce que je trouve ça assez stylé de se battre avec une épée à 2 mains quand même. Bien, vous maîtrisez les 3 premiers axes, et bien vous êtes prêt à passer à la suite. Alors là, ça va être un peu plus ardu, je vais pas vous mentir. Il y a un élément qui distingue les bons joueurs des très bons joueurs. C'est lié à une mécanique qui, pour ceux qui l'ignorent, qui n'est jamais utilisée par les intelligences artificielles, mais qui est énormément utilisée par les très bons joueurs. C'est le kick. Pour quelle raison? Parce qu'il demande une lecture de jeu quasi parfaite. La première étape pour réussir un kick, c'est réussir à placer le kick. Je vais vous faire ici une échelle à 4 niveaux de complexité du kick, pour que vous compreniez à quel point il peut devenir puissant et à quel point il est très utile et important pour gagner des duels, pour gagner des combats, pour gagner des batailles. Pour lancer un kick, il faut ne maintenir aucune parade, cliquez sur E. Si vous maintenez une parade, vous n'allez pas faire un kick, vous allez faire un coup de bouclier ou un coup de coude. Le premier niveau, c'est réussir à placer le kick, c'est le plus dur. C'est réussir à prédire les mouvements de son adversaire, c'est réussir à lire dans ses déplacements. Parfois, c'est impossible. Les joueurs se déplacent tellement bien qu'ils savent exactement comment éviter de recevoir un kick. Mais une fois que vous allez réussir à maîtriser et à placer le kick, il va falloir passer au 2e niveau. Parce que vous allez me dire, mais Flamma, pourquoi placer un kick? Ça sert à quoi? C'est juste pour le style? Non, non, pas du tout. Et le but, c'est de pouvoir caler un coup gratuit. Alors, qu'est-ce que j'entends par coup gratuit? Il faut savoir que quand vous mettez un kick à un adversaire, ça va stun sa parade pendant un laps de temps. Durant ce laps de temps, il y a un timing où, si vous cliquez au bon moment et assez tôt, vous allez pouvoir lui administrer un coup, peu importe celui que vous voulez, haut, bas, droite, gauche, n'importe quoi. Et l'adversaire n'aura pas le temps de remettre sa parade pour le bloquer, donc ça va être un coup qui va aller droit dans sa gueule. C'est pour ça que je parle de coup gratuit. Or, le timing pour mettre le coup est très très réduit. Donc c'est quasi instantané. Quand vous placez le kick, il faut en même temps cliquer sur clic gauche pour être sûr que ça passe, sinon ça passera pas. Là par exemple, ça passe pas parce que j'ai cliqué trop tard et il a eu le temps de remettre sa parade. Là, j'ai le temps de le mettre et donc du coup ça passe.
Ensuite, 3e niveau. On commence à chipoter, mais bon, c'est pour perfectionner la chose. Quand vous allez réussir à placer le kick et le coup, c'est de vous concentrer à mettre une estoc. Mais Flammin, pourquoi mettre une estoc et pas un coup du haut, droite, gauche? Bah, tu peux mettre un coup en haut, droite, gauche, celui que tu veux. Mais l'estoc, c'est le coup, du moins avec l'épée, qui fait le plus de dégâts. Donc du coup, si on peut mettre un coup gratuit à son adversaire, autant mettre un coup qui fait le plus de dégâts possible. Donc une estoc. Sauf que le problème, c'est que le timing pour mettre l'estoc, c'est le plus réduit de tous. C'est-à-dire que c'est excessivement compliqué de réussir à mettre une estoc. 4e niveau. Une fois que vous maîtrisez le kick, mettre le coup après, mettre une estoc, et bien avec cette estoc il va falloir viser parce que Bannerlord a des dégâts ciblés, du moins quand c'est bien fait, et dans ce cas il n'y a pas de doute, il va falloir viser la tête. Avec l'estoc il va falloir réussir à viser la tête parce que là vous allez pouvoir administrer entre 50, 60 voire parfois 70 dégâts à votre adversaire, ce qui revient à le mettre midlife en un seul coup. Il est très fort dans un duel, ce qui peut terminer un adversaire dès le début d'un combat lors d'une bataille rangée. C'est excessivement fort et c'est le niveau ultime, c'est le plus compliqué à maîtriser, on va pas se mentir. Mais si vous le maîtrisez, et bah même si vous êtes pas très fort sur les parades et tout le reste, vous allez pouvoir commencer à pouvoir tuer des joueurs qui sont assez forts. Il y a une subtilité encore du kick qu'on peut donner, c'est que si vous donnez un kick et que vous-même vous portez une épée bouclier, votre parade à vous aussi disparaît durant le moment où vous faites l'animation du kick. Et impossible de la remettre. En revanche, si vous faites le kick uniquement avec une épée, là vous allez totalement pouvoir continuer à parer en haut, droite, gauche, bas. Donc du coup c'est mieux de faire le kick seulement avec une épée, parce que du coup, même dans la phase de vulnérabilité où vous êtes immobile, vous pouvez toujours parer les coups. Maintenant, se pose sans doute une question, mais comment on contre un kick ? Eh bien de façon assez simple. Si je reprends l'exemple juste avant, on voit donc quand quelqu'un fait un kick, il en devient immobile. Et donc du coup, qu'est-ce que cela induit ? Quand un joueur ennemi fait un kick, que vous avez réussi à le feinter, à le duper, que vous avez fait un mouvement linéaire, que vous arrêtez juste à temps, et qui va mettre son kick dans le vent, il va être immobile pendant un laps de temps. Durant ce laps de temps, vous pouvez vous rapprocher de lui et, à votre tour, lui administrer un kick. C'est ce qu'on appelle le counter kick. Le counter kick, ça doit devenir un réflexe avec le temps. C'est-à-dire que du moment que vous voyez un adversaire qui fait un kick dans le vent, qui s'est trompé, qui n'a pas réussi, qui a mal jaugé, immédiatement il doit y avoir une sirène dans votre cerveau, devient rouge, et là, c'est counter kick instant. Vous punissez. Du moment que quelqu'un fait un kick et qu'il s'est loupé, c'est encore une fois un coup gratuit que vous pouvez prendre immédiatement. Enfin, le kick a une dernière utilité et c'est lorsque vous êtes en 1v2. Alors pourquoi ? Comment ça peut être utile ? Eh bien de façon assez simple. Lorsque vous êtes en 1v2, les joueurs vont souvent avoir un sursaut de confiance en eux parce qu'ils sont deux contre vous. Ils vont être moins attentifs, ils vont être beaucoup plus agressifs, beaucoup moins concentrés sur leur défense, sur leur parade, et donc vous pouvez faire la chose suivante. Vous cliquez l'un des adversaires et vous frappez l'autre. C'est très efficace parce que souvent il ne va pas s'y attendre. Enfin, on va aborder une partie qui est, je pense, une des plus attendues parmi les joueurs qui jouent déjà au jeu et qui sont sur cette vidéo, les feintes. Et oui, les feintes. Je vais les découper en 3 parties. Les feintes dynamiques, les feintes statiques et les feintes complexes. Les feintes dynamiques, c'est les feintes que les joueurs découvrent naturellement seuls en jouant habituellement, de ce que j'ai remarqué. Par exemple, vous armez un coup de taille à droite, vous le lâchez, vous l'annulez avec un clic droit avant qu'il passe une certaine distance à partir de laquelle vous ne pouvez plus annuler votre coup. Vous le réarmez, vous le renvoyez immédiatement. La feinte le plus efficace, je trouve, c'est 2 fois en haut ou en haut à droite. C'est souvent des coups qui sont visuellement assez compliqués à différencier quand on débute le jeu. Ensuite, on passe aux feintes statiques. Ce sont mes préférés, je fais pratiquement que ça durant mes duels. La plupart des joueurs ignorent comment les faire au début. C'est très simple, vous maintenez votre clic gauche enfoncé, peu importe le sens que vous voulez, on va prendre un coup de taille à droite, et tout en maintenant votre clic gauche enfoncé, vous le gardez toujours enfoncé, vous allez cliquer un coup sur clic droit en changeant par exemple votre angle d'attaque vers le haut, et donc du coup votre bras va tout seul pivoter en haut. Et après si vous le faites vite, vous pouvez faire en haut, à droite, vous pouvez me faire à droite, en bas, etc. L'avantage de ces feintes statiques, c'est qu'elles sont excessivement rapides, donc l'adversaire doit être capable de suivre la cadence, et s'il n'y arrive pas, et ben là vous allez le manger. Enfin, on va arriver aux feintes complexes. On va commencer avec le noob killer. Le noob killer n'est pas trop apprécié par les joueurs parce qu'elle est très compliquée à parer quand on ne sait pas comment faire. Pour faire un noob killer, il faut faire une suite d'actions bien précises sans en ignorer une seule. Je vais décomposer l'action, puis je vais aller de plus en plus vite pour que vous voyez à quoi ça doit ressembler. Donc vous arrivez devant votre adversaire, vous maintenez un coup de taille à droite, là c'est obligatoire, vous allez faire un quart de tour à gauche, ensuite un demi-tour sur vous-même à droite, et une fois que vous allez finir le demi-tour, vous lâchez votre attaque. Quand vous allez plus vite, ça commence à ressembler à ça. Ensuite encore plus vite, ça ressemble à ça.
C'est très important de lâcher le coup à la fin et pas au milieu de l'action, parce que là sinon ça ne va pas marcher. Et donc quand vous allez le faire de plus en plus vite, eh bien vous commencez à le voir, la lame est ralentie. La lame est ralentie, par contre elle fait tout autant de dégâts. Donc pourquoi cette feinte est très forte? Parce que l'adversaire va essayer de la parer, il va voir la lame ralentie, du coup il va se dire que la lame ne la touchera pas, il va déclencher lui-même une attaque, sauf que le coup arrive avec un peu de retard et il se le prend. Il y a moyen de complexifier cette feinte en se tordant vers le ciel. Alors pourquoi faire ça? Parce que techniquement si on lâche un coup ici, ça ne touche pas l'adversaire, c'est parce que ça le trixe encore plus. Il ne sait pas à quoi s'attendre, pourquoi est-ce qu'un joueur est en train de se tordre devant lui en regardant vers le ciel? C'est un ascendant psychologique que vous prenez en faisant ça. Pour le contrer, c'est très simple, comme vous le voyez depuis le début, il suffit juste de maintenir la parade vers la gauche, jusqu'à la fin du mouvement, et vous allez parer le coup. On va attaquer une autre feinte très utile, et cette fois-ci qui va faire appel à un bug exploit du jeu, qui s'appelle le Demonic Slash. Le Demonic Slash, il s'appuie déjà sur une autre mécanique du jeu qui s'appelle le combo. Et le combo, c'est déjà quelque chose qu'il va falloir maîtriser en soi. C'est, alors vous savez peut-être pas que ça s'appelle comme ça, mais c'est quand parfois ça vous est peut-être arrivé, sans même savoir comment vous aviez fait, de donner un coup, et d'un coup votre bras il se met à tourner autour de votre tête, et il repart. Ça c'est le combo. Et en fait ça peut se faire sur commande. En fait c'est un timing très précis à avoir. Le timing c'est le suivant, quand vous donnez par exemple un coup de taille à droite, il faut que vous relanciez une attaque pile à la fin du mouvement de votre bras. Et donc du coup ça donne souvent un rythme un peu semblable à celui-là. Tac. Tac, tac, etc. Donc ça c'est le combo, c'est le prérequis pour faire le Demonic Slash. Le Demonic Slash, qu'est-ce que c'est? C'est un bug exploit où, normalement quand vous faites un combo, vous utilisez juste votre clic gauche pour rebalancer un coup, et bien là vous allez faire clic gauche, clic droit exactement en même temps. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va trigger le personnage dans le fait qu'il doit parer une attaque, sauf qu'en même temps vous déclenchez le combo, donc du coup votre bras se déplace excessivement vite. Cette vitesse d'attaque normalement n'est même pas faisable dans le jeu. Et d'ailleurs on peut voir que c'est un bug parce que ce que je vois moi et ce que voient les autres joueurs n'est pas la même chose. Les autres joueurs me voient juste frapper très vite devant moi alors que moi je vois le bras qui tourne très vite autour de ma tête. Maintenant vous allez me dire, et à raison, mais pourquoi utiliser le double killer? Faut déjà réussir à mettre un coup qui passe, c'est pas sûr. Mais en fait c'est pour une raison bien simple, ça va permettre, et là c'est quelque chose qui va aussi être très attendu je le sais, c'est comment avoir la priorité dans un combat, même après une parade adverse. Parce qu'il y a une mécanique qui fait que lorsque vous êtes dans un combat et qu'un adversaire part un coup que vous lui donnez, ce dernier va avoir la priorité si juste après vous lancez tous les deux une nouvelle attaque. Sauf que cette priorité, vous pouvez à nouveau l'avoir de deux manières différentes, donc avec un bon footwork comme vous le voyez ici, d'où l'utilité d'apprendre dès le début les bons déplacements. D'autre part, le Demonic Slash permet également d'obtenir la priorité lors d'un combat, pour une raison très simple, la rapidité de ses coups surpasse la vitesse classique d'une attaque. Enfin, je vais donner quelques tips quand vous êtes unité à distance ou unité montée. Le premier, c'est que quand vous avez un bouclier et que vous faites une parade du haut, eh bien sachez-le, vous pouvez quand même prendre des flèches dans le pied. Mais pas que, même quand vous faites une parade du bas, vous pouvez encore prendre une flèche dans le pied, mais dans ce cas, il faut viser précisément le pied avant de votre adversaire. Un conseil parmi tant d'autres, c'est beaucoup plus facile de jouer avec les unités à distance à la première personne. Il vous suffit pour cela de cliquer sur R. Le kick est également utile lorsque vous avez une arbalète ou un arc. Si un adversaire est en train de vous charger, vous pouvez le kick et lui lâcher une flèche dans la tête et comme vous l'entendez... Puis il a pris cher, hein, il a pris 86. Ça fait mal. Pas que aussi, si vous voulez contrer un arbalétrier ou alors un archer, que vous avez un bouclier et que ce dernier est en train de vous mettre en joue, comment faire pour l'abattre? Eh bien, collez l'archer ou l'arbalétrier, parce que ce dernier va alors avoir une animation qui l'empêchera de tirer. Enfin, avec le cheval, pour quelques informations, mais je pense que cela vous les connaissez, si vous faites double Z, vous allez partir au galop, mais pareil en faisant Z plus E, c'est les combinaisons de touches que moi j'utilise plus personnellement. Enfin, il y a également le strafe. Donc là, c'est un enchaînement de touches assez particulier. Vous devez par exemple cliquer sur D, si c'est votre touche pour aller à droite. Vous maintenez D, et après avoir cliqué sur D, vous cliquez sur E. Si vous cliquez d'abord sur E, puis sur D, ça ne marchera pas. Ça vous permet de dodge certaines infanteries si vous êtes très fort, et ça vous permet aussi, si vous faites une belle ligne de cavaliers, de pouvoir coller vos alliés. Bien maintenant que vous maîtrisez tout ça, il va falloir y appliquer dans des combats où vous êtes en infériorité numérique. Il n'y a pas vraiment de règle universelle quand vous êtes en 1v2, en V3 ou en V4. Cependant, il y a quelques règles que vous pouvez suivre à chaque combat parce qu'elles vous permettront de gagner plus souvent. Par exemple, si vous êtes dans un 1v2 et que l'un de vos adversaires est un arbalétrier ou une unité à distance, focusez-le. Essayez à tout prix de vous en débarrasser en premier parce que ça va être un énorme problème dans votre dos. Si vous ne le tuez pas très rapidement, c'est lui qui va vous tuer, ça c'est sûr. Même chose, si vous êtes dans un 1v2 et que l'un des joueurs a une lance. Sachez-le, c'est excessivement compliqué de gagner un duel comme ça, donc essayez de focuser la lance, même si c'est très très compliqué. Maintenant, si vous êtes dans un 1v2 plus classique, où vous êtes tous les trois des infanteries, ce qu'il faut souvent faire, c'est essayer de fuir le combat dans une direction. L'un des joueurs sera automatiquement plus près de vous que l'autre ne pourra pas aider son allié, et à certains moments, de façon aléatoire, faut pas que ça devienne un pattern que les ennemis arrivent à identifier, vous passez entre leurs lignes, ces derniers peuvent se TK, ça peut arriver, vous pouvez aussi souvent
souvent taper l'autre adversaire qui est en train de vous pourchasser parce qu'il sera moins attentif à ses parades, et ainsi vous allez pouvoir survivre encore plus longtemps, et de même vous poursuivez de la même manière de l'autre côté, puis vous rechangez de côté, puis vous rechangez, etc. De toute façon, il n'y a pas de secret, par exemple dans un 1v3, ça va être encore plus compliqué, donc essayez aussi d'étirer leur ligne, d'avancer d'un côté. La chose qui va être le plus importante dans les combats où vous êtes en infériorité numérique, déjà ne supposez pas que vous allez gagner, mais ne supposez pas que vous allez perdre immédiatement. Essayez de faire le maximum de dégâts à vos adversaires et essayez surtout, le plus important à faire dans un combat où vous êtes en infériorité numérique, c'est de provoquer le TK entre vos adversaires. Parce que parfois, des situations comme ce combat que vous êtes en train de voir peuvent arriver. Aussi, quand vous êtes en infériorité numérique, il faut que vous soyez agressif. Alors, soyez très concentré sur vos parades aussi, mais ne le soyez pas trop, parce que sinon vos adversaires vont être excessivement confiants. Il faut que vous les punissiez, il faut que vous les tapiez. Souvent, les joueurs vont avoir des excès de confiance, et là, vous allez pouvoir, absolument presque tous, les taper. N'hésitez pas à faire des double killers dans des combats comme ça, ou alors des DMX slash, parce que vous allez devenir soudainement très dangereux, et ça peut arriver que parfois des nouveaux joueurs ne savent plus trop comment réagir, et deviennent beaucoup plus défensifs, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous de les tuer. Enfin, de façon inverse, il existe la même chose. Lorsque vous êtes en 2v1, eh bien vous pouvez terminer un 2v1 excessivement rapidement si vous jouez de manière intelligente. Alors comment est-ce que cela se fait pour faire un 2v1 rapide? Il faut que parmi les deux joueurs, il y en ait un qui hold en haut. Donc juste il maintient une attaque en haut, une menace qui va rester persistante l'entièreté du 2v1. Donc l'adversaire va être forcé de se concentrer sur cette attaque du haut qui peut venir à tout instant, pendant que l'autre allié va faire absolument toutes les autres attaques sauf le haut. Donc du coup, le joueur qui est en 2v1 va devoir parer le haut, essayer de parer sur les côtés, du moment qu'il apparaît sur les côtés, le joueur qui hold va le punir. Et du coup ça permet de faire les 2v1 efficaces et très rapides. Pour tous ceux qui sont encore là, déjà merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et à vous abonner pour de futures vidéos dans ce style. Au passage, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, j'y joue souvent à Bannerlord et souvent en multi. Si vous avez des questions ou envie de me rejoindre, n'hésitez pas à venir. Une dernière question demeure en suspens, mais comment s'entraîner à tout ce que tu viens de nous expliquer, Flamma? Eh bien là, il n'y a pas de secret, il va falloir jouer contre plus fort que vous. Comment ça? Eh bien en allant sur les serveurs où ils sont. Ces serveurs ne sont pas bien compliqués à trouver, il s'agit du DR duel, du DB duel. Il va aussi falloir aller dans le match à mort par équipe. C'est un excellent terrain pour entraîner sa vision, surtout contre la cave. Un autre moyen de s'améliorer dans le multijoueur de Bannerlord, c'est de rejoindre la communauté active, c'est-à-dire un clan. En revanche, je vous mets en garde, c'est un milieu assez particulier, où il y a souvent des dramas, parfois de la toxicité, donc il faut bien choisir son clan. J'en ai un à vous recommander, il s'agit de la Garde de l'Aube, c'est le clan de Bobcat, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Sinon, j'ai une autre proposition pour vous, on peut peut-être créer un nouveau clan de la communauté. Donc si un tel projet vous intéresse, n'hésitez pas à réagir dans ce salon. Il ne s'agit pour le moment rien d'officiel, juste je prends la température. Une dernière chose, je pouvais pas faire une vidéo sur comment devenir bon dans le multijoueur de Bannerlord sans aborder les changements majeurs qu'il y a eu récemment, notamment avec la sortie du mode Warlords au début de l'été. Ce dernier est un mode multi qui fait mieux que le multijoueur de base de Bannerlord. Pour vous dire, il est tellement bon que la communauté a connu un regain d'activité depuis. Regardez-moi ça, des serveurs avec 100 à 200 joueurs constants. Comment y jouer, c'est très simple. Vous le téléchargez sur le workshop, vous lancez le jeu avec le mode, vous créez votre personnage, vous l'équipez, et en avant Guingamp au combat. Par contre, je vous préviens, le niveau est beaucoup plus élevé que sur le multijoueur natif. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été longue à faire. Je remercie tout particulièrement les joueurs qui sont venus m'aider à illustrer cette vidéo. Je remercie donc Lagli, Samo, VL, Mathieu Lulu, ainsi que Captain Rex. Si certains d'entre vous n'ont rien appris dans cette vidéo, eh bien, c'est que vous êtes aussi fort, si ce n'est beaucoup plus fort que moi. Et si vous voyez des choses que j'ai oublié de dire dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour expliquer davantage de mécanique et de subtilité du multijoueur. Moi, je retourne sur le multi. J'ai des ennemis à affronter, un skill à développer, des châteaux à assiéger. Alors très chers guerriers et aventuriers de tout poil, si vous souhaitez rejoindre cette grande aventure, n'hésitez pas. Et sur ce, des bisous. Merde. J'aurais dû préciser que j'avais plus de vie. Oui, VL, j'ai une s'il te plaît. Oh mais... Putain, c'est pas possible. Bah, t'as pas regardé combien tu avais mis ou quand t'as eu la tienne ou quoi? Ah putain, t'as fait un chumber. Parce que le chumber c'est aléatoire. Tout à fait. Putain, mais tu l'as refait. Je vais m'amuser. Hop là. Parfait. Tu peux venir Lagui, parce que de côté c'est un peu compliqué. Mais tu peux venir Alex. C'est juste un abattoir. Je vais essayer de te mettre le kick. En plus ça part... Ah. 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 Trop mauvais, voilà.